Bonjour à tous, c'est Quentin de la Startup Espace et aujourd'hui on est samedi et samedi on continue de bosser bien évidemment mais un peu différemment. Aujourd'hui je suis en Normandie avec mon père, Yann, que vous connaissez peut-être déjà, que vous avez vu ou écouté dans des podcasts, des vidéos sur les salons. Représente-toi rapidement. Bonjour, c'est Yann, de la conciergerie Le Cas Partenaire. Tu gères combien de logements? Alors 95 exactement. Ouais, 95 logements du côté de Rouen. C'est ça. On part là sur Verneuil-sur-Avre, une petite ville toute sympa de Normandie. Et justement, tu viens de récupérer 2 logements. C'est ça. 2 très beaux logements dans l'hypercentre, dans une petite rue piétonne. Et c'est une ville d'art et d'histoire, donc c'est une ville qui attire quand même pas mal de monde. Et on est juste à côté de Center Park. Donc il y a pas mal de gens qui viennent dans nos logements pour aller ensuite faire une petite baignade à Center Park. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, carrément. Puis t'as déjà 2-3 logements à toi qui tournent là-bas. Donc l'idée c'est d'étoffer un peu l'activité sur Verneuil, autour de Verneuil. Ce qui était difficile, c'était de pas avoir vraiment beaucoup de logements là-bas, donc t'avais pas forcément plusieurs ménagères qui étaient intéressés, le volume, etc. Donc là, ça commence à être intéressant à partir de 4-5 logements, tu commences à avoir assez de volume. Et puis du coup, ensuite, on retournera du côté du Neubourg pour aller automatiser aussi votre premier bien dans une sorte de parc un petit peu sympathique. Raconte-nous un peu votre projet à Villers. L'achat d'une grande maison avec un grand terrain. La maison principale fait 210 m² habitables. Et dans la propriété, il y a 3 chalets. Il y a un chalet d'habitation qui fait 35 m². Il y a un chalet de réception qui fait 70 m² et un grand garage qui fait 80 m². Et donc du coup, tout ça est organisé autour d'un très beau parc. Le but, ça va être de créer une activité de location courte durée, indépendante entre la grande maison et le premier chalet, et ou proposer de la location d'ensemble pour des familles qui viennent faire, ou des entreprises qui viennent faire des séminaires. Et l'objectif étant, à terme, de créer une salle de cinéma dans le sous-sol bien principal, avec une salle de billard. Mais la maison a été et sera finalisée et organisée sous le thème de Harry Potter. Alors elle sera pas décorée comme dans le film d'Harry Potter, mais c'est sur le thème, avec des clins d'œil peu appuyés sur cette thématique-là. En revanche, le chalet, lui, il est orienté western, grands espaces américains, et donc ça donne quelque chose de vraiment très sympathique. Vous verrez tout à l'heure sur les vidéos, photos qu'on va vous montrer. Ouais, carrément. Donc du coup, on se retrouve tout de suite à Verneuil. Donc c'est ça justement l'immeuble de 12 logements qu'on vous présentait, qui est classé au monument de la ville, c'est ça? Oui, tout à fait. Inscrit sur la liste des maisons remarquables de la ville. Et donc on est à la limite du classement au monument historique. Ouais. Surtout sur cette façade-là. Et surtout les cheminées qui sont vraiment toutes qui correspondent à une époque de construction qui date à peu près du 16e, 17e siècle. Mais plutôt 16e ici. Top. Tu veux nous montrer la cour intérieure? Ouais, c'est parti. Donc, là, je trouve, moi, les communs, je les ai toujours trouvés très jolis. Ils sont très beaux, c'est très joliment fait. On a même une locataire qui nous fait des très beaux tableaux et qui les expose dans... Voilà, donc ça, j'encourage vraiment ce genre de choses. C'est cool. Donc du coup, on vient de finir la matinée à automatiser les 2 logements de Verneuil. Donc au final, c'était des plus beaux logements que ce que je m'imaginais. Franchement, ils ont été super bien décorés par le propriétaire. Et puis je pense que ça va bien se jouer en fait, parce qu'il y a quand même du monde qui passe par là et qui aimeront le côté home cinéma. Et du coup, toi tu t'occupes des photos. Oui. Parce que du coup, t'as un super appareil et puis justement, t'aimes bien ça. Moi, je me suis occupé de l'automatisation des 2 logements sur Passe-Passe. Donc voilà, ça nous a pris
allez, on va dire 2 petites heures, et puis on a pu prendre un bon petit déjeuner aussi et un petit repas avant de repartir sur la route. Et donc là, pour la suite de la journée, moi je vais m'occuper de mettre les annonces sur Airbnb, parce que toi t'as pas forcément le temps. Et puis justement, oui, puis on est un peu en retard. Et l'anecdote, c'est que j'ai un mariage à célébrer dans ma copine. c'est ça. Et donc, du coup, moi je vais m'occuper de se mettre ça sur Airbnb pour faire gagner un petit peu de temps. Voilà. Ouais. Ça c'est du passe-passe. L'aide passe-passe. C'est ça. Tous les week-ends. En tout cas, tous les week-ends en Normandie. Et puis après, on verra si on a le temps d'aller de mettre un 3e à Villiers. Voilà. Et donc je profite de notre petite heure de route ensemble pour faire, tu sais, un peu le concept d'interview d'investisseurs immobiliers. Parce que de base, avant d'être concierge, tu faisais de l'investissement immobilier pour toi et maman. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous lancer dans l'investissement immobilier il y a déjà de ça peut-être 15 ans? Alors effectivement, on a démarré l'investissement dans l'immobilier pour la bonne et simple raison, c'est que étant dans le bâtiment et gérant des gros chantiers pour le compte d'entreprise, j'avais pas beaucoup de temps pour m'occuper de mes propres projets jusqu'au jour où j'ai pris la décision de m'occuper de constituer mon propre patrimoine et de mettre à profit mes compétences pour mon propre compte. Donc ça a été une décision fondatrice, puisqu'à partir de là, j'ai engagé une vraie stratégie d'acquisition et de développement du patrimoine familial. Ok. Et t'as commencé par quoi, du coup, comme investissement? Alors on avait fait un tout petit investissement d'un tout petit logement. On avait acheté ça limite cash en disant voilà, on va acheter ça pour nos enfants. En fait, nos enfants n'ont jamais été à Rouen pour faire leurs études. Ouais. Donc du coup, on l'a toujours loué en longue durée. Et puis quelques années après, c'est là où j'ai pris cette décision. Et là, j'ai voulu faire ce que je faisais tout au long de l'année, c'est-à-dire faire une construction. J'ai acheté un terrain sur lequel j'ai construit 2 maisons. Et je les ai construites avec un niveau qualitatif qu'on voit jamais, puisqu'on a travaillé sur toute la durabilité de l'ouvrage. Et aujourd'hui, on a des maisons, ça fait presque 8 ans qu'elles existent. Non, presque 10 ans maintenant. Et elles n'ont pas bougé, il n'y a pas une fissure. Elles sont toujours aussi belles. Les locataires sont toujours dedans, les premiers qui sont rentrés. Ouais. Et ça bouge pas. Alors, c'est sûr que c'est pas les meilleures rentas qu'on ait faites dans nos investissements. En revanche, d'un point de vue patrimonial, je pense que c'est une réussite. Ouais, et puis peut-être que la valeur aussi de l'immobilier a augmenté. Oui, la valeur de l'immobilier a augmenté. Alors, on est dans une région qui est relativement calme de ce point de vue. Mais, en tout état de cause, les biens ne se sont pas dépréciés à l'usage. Et ça, c'est le plus important. Ok. Après la construction des 2 maisons, j'ai fait une pause et je me suis formé d'une manière très importante sur l'investissement immobilier, sur quelles sont les choses les plus importantes dans les choix des biens, comment les trouver, comment les financer, comment les rénover, de quelle manière les rénover, etc. pour pouvoir être pour le coup pertinent dans l'acquisition mais aussi la rentabilité locative. Donc je me suis concentré ensuite sur des achats patrimoniaux parce que l'objectif c'est pas de revendre, c'est pas notre objectif du tout. C'est vraiment de constituer un patrimoine extrêmement qualitatif
diversifiés, jamais dans les mêmes villes, pour des raisons évidentes de protection du patrimoine. Et puis d'éviter les problèmes législatifs aussi. C'est ça. Et puis d'être aussi bien en ville qu'à la campagne, en hypercentre, vraiment tout type de biens. Et donc on a commencé par investir dans un petit logement. Et je crois que ce logement-là, c'est une des meilleures rentabilités qu'on ait, puisqu'on l'a loué en location de longue durée. Ouais. Et on dépasse les 13% de renta. Ouais, donc 13% de renta sur de la longue durée, c'est bien. Ouais, c'est exceptionnel. Ensuite, on s'est intéressé à l'achat d'un immeuble. Je voulais vraiment faire cette expérience. Acheter un bien dans lequel on était autonome dans la gestion et pas tributaire d'un quelconque propriétaire grincheux qui ne voulait pas faire de travaux, etc. Ouais. On s'est concentré sur l'acquisition d'un immeuble qui était une ancienne maison bourgeoise qui a été divisée en 4 logements. Et je me suis rendu compte à l'achat que le tout petit terrain que nous avions permettait de construire un autre bâtiment à côté. Donc pour l'instant on l'a pas fait, mais ça s'appelle une réserve foncière. Donc je considère que la vraie richesse d'un patrimoine, c'est le terrain. Parce que les terrains, dans les années à venir, vont être de plus en plus difficiles à trouver, surtout dans les hypercentres. Et la politique actuelle du logement dont on pourrait débattre un autre jour incite à la densification urbaine. Alors, pour des côtés intéressants et pour des côtés beaucoup moins intéressants, mais ça c'est un autre débat. Et du coup, comment ça t'est venu la location de courte durée? En fait, au fur et à mesure des années, on a constitué un patrimoine relativement important et j'avais absolument pas le temps de le gérer en courte durée ou en meublé. Donc on a investi dans le cadre d'une société civile et donc du coup au bout d'un certain temps ça prend quand même du temps et puis mon activité de direction de travaux a commencé à me saturer d'esprit. Et donc, il y a eu un choix de changer d'orientation. Et j'ai voulu m'occuper pleinement et à 100% de la valorisation de mon patrimoine. Et donc, j'ai saisi quelques opportunités pour pouvoir nous engager dans la construction, pour aller vers mon objectif de m'occuper de mon propre immobilier. Et il s'avère que Quentin, qui avait déjà créé son entreprise, m'a poussé à mettre un premier logement en location courte durée. Au bout de 3 mois, j'ai créé mon entreprise de conciergerie. On a complété le nombre de logements qui nous appartenaient en logement courte durée, afin d'en améliorer quand même quelques rentas. Surtout sur des logements qui soit avaient énormément de mal à se louer parce que petits, dans des endroits un peu insolites, etc. Et on se rendait compte que la location courte durée sur ces logements-là était absolument égale à 0, ou alors avec un turnover extrêmement important. Et donc on a pris la décision de rénover vraiment. Alors pour le coup, on a vraiment mis beaucoup d'argent. Et on a transformé des logements limite insalubres et on louait 200-300 euros par mois et on les a transformés en pépites. Et on a des endroits, certains de nos logements qui aujourd'hui font des revenus qui sont pratiquement entre 2 fois et demi et 3 fois ce qui était à l'origine. Ouais. Raconte un peu plus dans le détail l'histoire justement de Saint-Aubin qui était le logement en fait qui n'arrivait pas à se louer nu, pourtant mis dans une agence. Racontons un peu cette histoire qui pousse justement à la location courte durée. Bon, en fait, on avait un turnover important. On avait eu un locataire qui est resté quelques temps. Et à la fin de cette période-là, on a eu une vacance locative qui a été pratiquement de 6 mois. Alors c'était énorme et on l'avait mis dans plusieurs agences. Et à chaque fois, ce qui revenait, c'était la petitesse de la chambre. Effectivement, la chambre était, alors ce qu'on pouvait pas forcément appeler une chambre en termes d'immobilier, mais était très fonctionnelle, mais petite, donc inférieure à 9 mètres carrés. Et donc ça freinait énormément les gens. Et donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a aménagé et on a gommé par des artefacts un certain nombre de problématiques qu'on rencontrait, notamment un tableau électrique en plein milieu de la chambre, etc. Donc on a travaillé sur cet aménagement et la décoration qui a fait qu'on a complètement gommé ces défauts. Et donc on l'a mis en location courte durée et
Et ça a matché immédiatement. En fait, on a fait, en plus il y a un très joli jardin, et donc on a offert en hypercentre à côté de la gare un logement tout à fait fonctionnel avec un jardin. Et là pour le coup c'est une réussite puisque ça se très très bien. Et on a que des professionnels qui viennent soit chez Renault, soit chez Sanofi, des grosses entreprises pour venir travailler. Ouais, carrément. On a complètement rénové les caves, on les a assainies, on les a isolées. On a isolé avec des matériaux inifugés, donc ce qui fait qu'on a fait une barrière feu en cas de vrai gros problème dans les caves. On a fait en sorte que ça ne puisse pas se propager dans les étages, ou du moins ça limite la propagation au maximum. Et donc on a tout un travail là-dessus, on a rénové les façades. Donc tout ça, ce sont des travaux qui sont extrêmement coûteux et qui pour le coup sont financés en partie par la location courte durée. Mais la vocation de cet immeuble n'est pas d'avoir que la location courte durée. Et je ne veux surtout pas avoir un immeuble entièrement en location courte durée. Pour deux raisons, c'est que ça vous empêche d'avoir une visibilité de long terme. Ça met une drôle d'ambiance dans les immeubles d'avoir que de la location courte durée. Alors, en termes de renta, évidemment, c'est meilleur. Mais moi, je suis très méfiant d'avoir que ça. Parce que ça donne de l'instabilité, de la circulation d'énergie en permanence. Alors que le fait d'avoir des personnes qui sont là à demeure, qui veulent de la tranquillité, qui veulent vivre très tranquillement et très calmement, eh bien, ça permet d'être serein, et puis d'avoir aussi des gens qui vous alertent quand il y a des choses qui vont pas dans l'immeuble. Ouais, c'est ça. Et à Verneuil, vous avez investi justement dans un complexe qui est quasiment patrimoine historique. Oui, complètement. L'immeuble qu'on a acheté sur Verneuil fait 12 logements en hypercentre avec un parc de 3200 m² qui est habitable, qui est constructible, pardon. Alors l'objectif, c'est pas forcément de le construire et de le densifier parce que je pense qu'on serait très vite rattrapé par des fouilles archéologiques. Et puis en plus, ça dénaturerait les lieux et j'ai pas du tout envie. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une maison qui est classée au patrimoine de la ville. Et donc, c'était vraiment un souhait de rechercher un bien qualitatif, mais aussi historiquement avec une vraie empreinte. Dans ce logement-là, t'as fait aussi 2 logements en location courte durée. Les 2 pour des raisons différentes. Le premier, c'était un tout petit logement sous les combles qui se louait à peine, c'est ça ? En fait, le niveau locatif de ce logement, c'était 220 euros charges comprises, pour une surface au sol de 25 m². C'était propre mais miteux, quoi. Enfin, avec un escalier un peu raide. Et on en a fait. Alors, on a beaucoup investi parce que dans une petite surface comme ça, on a investi pratiquement 20 000 euros, tout compris entre les travaux et l'aménagement. Et on en a fait une pépite hyper cosy, hyper sympa. Et on a redonné, par un travail de gestion des espaces, on a redonné une cohérence à la scénographie de l'entrée dans les logements. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans ce logement-là, dans 25 m², on a réussi à refaire une entrée, un endroit pour regarder la télé, salon. On a réussi à trouver un emplacement où il y a la cuisine, une vraie cuisine qui est équipée et qui a été aménagée. On a un espace pour manger. Et c'était très compliqué parce que ce comble, en fait, ça ressemble plus à un couloir qu'à un appartement. Et donc, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination. On a fait faire des meubles sur mesure. Et ensuite, on a créé un espace dans la chambre avec une vraie salle de bain attenante. Et donc, du coup, ça fait un très très bel ensemble. Et donc, très bien décoré, avec une vue sur le parc depuis la fenêtre qui est assez époustouflant. Et donc, du coup, là pour le coup, c'est une vraie réussite. On a triplé les revenus, voire quadruplé les revenus sur ce logement-là. Ok, génial. Et du coup, aujourd'hui, t'as combien de logements en gestion ? Alors, sur la conciergerie, on a 95 logements en gestion. On va attendre les 100 logements là dans les quelques semaines qui viennent. Et on a j'ai freiné moi volontairement la croissance pour avoir toujours une cohérence entre la qualité du travail de mes équipes pour garder un niveau très élevé qualitatif dans les logements. Ce qui est extrêmement difficile. Alors ceux qui connaissent la vie de la conciergerie comprendront ce que je dis. Ceux qui découvrent ce milieu-là comprendront peut-être pas sur les premiers temps.
Mais avoir 95 biens et puis rester référencé par Airbnb comme co-hôte expérimenté, C'est un vrai challenge. c'est un vrai challenge de tous les matins. C'est aussi simple que ça. Mais le fait justement de vouloir toujours garder cette qualité, bah, ça force aussi à ne jamais laisser un problème de côté, toujours trouver une solution, se débrouiller à trouver la solution entre deux voyageurs, parfois même dans la journée, d'avoir une équipe qui est bien formée, avec des gens compétents, engagés. Et donc ça, forcément, c'est la difficulté en fait. Le plus gros souci, c'est de trouver des talents qui vont pouvoir s'épanouir dans un métier qui est relativement méconnu, qui est parfois décrié, qui est parfois critiqué parce que les gens connaissent pas ce que c'est comme métier. Mais c'est un métier de fourmi, un métier où on met les mains dans le cambouis tous les matins. C'est un métier de logistique. Et donc, c'est pas un métier de feignant. On est soumis à une forte pression, surtout quand on arrive dans la bonne saison. Donc avis à tous ceux qui voudraient rejoindre une équipe comme la mienne, n'hésitez surtout pas. C'est ça. Si vous êtes motivé, Voilà, sérieux si vous êtes et motivé, engagé. sérieux, et vous verrez, il n'y a que du bon à trouver. Et du coup, dernière petite question. Quelle a été pour toi justement la plus grosse erreur que tu as faite dans l'immobilier en tant qu'investisseur et puis aussi après, celle que tu as faite en tant que conciergerie, et quelle est la leçon que tu retiens de cette erreur? Alors, dans l'investissement immobilier, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de mal jauger la qualité du bâti d'une maison que j'ai achetée et de me rendre compte qu'en fait, les structures bois étaient pourries. Alors, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai immédiatement projeté mon projet sur la maison et le jardin de cette maison, sans me concentrer sur l'analyse intrinsèque de la qualité du bien. Alors, je regrette pas du tout de l'avoir acheté, que ce soit clair, parce qu'au final, c'est une belle opération, mais c'est une opération complexe, compliquée, chronophage, et quand même assez stressante, parce que je me suis rendu compte que les colombages avaient été bien maquillés, 80% de la structure était en état de pourrissement avancé. Donc j'ai pris la décision de stopper la vente, enfin l'achat, alors que j'étais hors période de rétractation. J'ai fait appel à un expert judiciaire, j'ai fait faire une expertise, j'ai apporté la preuve qu'il y avait eu le maquillage de la structure, et j'ai mis sur la table une négociation. Et au final, on est parti d'une maison qui avait une valeur supérieure à la valeur du terrain, à une négociation où en fait j'ai acheté la maison avec un terrain, globalement à la valeur du terrain. Donc cette négociation, elle a été complexe, dure, mais elle m'a permis de financer une partie des travaux de changement de la façade. On a modernisé la façade tout en gardant son cachet historique. Et donc ce travail-là a été fait avec des entreprises extrêmement compétentes, puisque toutes celles avec qui j'ai travaillé sur les façades et les couvertures travaillent en monument historique. Et donc au final, sur cette maison, on a créé 3 logements distincts. 2 sont loués en courte durée, 1 est loué en longue durée, toujours dans cette philosophie de garder un œil de long terme sur le bien. Moi je me rappelle justement de toute cette période au fait de travail sur la reconstruction en fait ou la rénovation de ce qui existait déjà, qui était un bien quand même assez abîmé. Franchement, même moi en étant habitué aux très gros chantiers, à la gestion de problèmes complexes et de négociations complexes, ça a été extrêmement chaud bouillon, et d'autant plus que pendant cette période-là, je travaillais toujours en tant que direction de travaux, et donc en termes de temps, c'était très compliqué. Ouais. Donc tous les matins, tous les soirs, tu y étais quoi. Ouais, matin, midi et soir. À côté de ça, je regrette pas de l'avoir fait parce que ça a permis de m'apporter une expérience incroyable, et ça m'a permis d'obtenir une expertise que je propose maintenant à mes clients lorsqu'ils s'interrogent sur l'acquisition d'un appartement ou d'une maison ou d'un bien, de pouvoir les conseiller, et là d'avoir une vraie démarche de recul
et de donner à mes clients cette capacité d'analyser un bien. Et du coup, par rapport à la conciergerie, pour finir, c'est quoi l'erreur que tu penses que tu as faite et qui t'a coûté le plus cher ou qui était le plus difficile justement à rattraper? Les plus grosses erreurs, c'est les mauvais recrutements. C'est donc là de se concentrer sur les talents, on en parlait tout à l'heure. Et puis surtout de faire en sorte de garder un œil sur la capacité d'évolution des gens qui ont rejoint l'entreprise. Et quand on est à 10 logements versus 90 logements, ça génère une évolution très rapide de l'entreprise. Et vous avez des gens dont le niveau de compétence arrive à terme, arrive au bout, et il faut avoir un travail d'accompagnement de cette évolution vis-à-vis de vos équipes. Et là, c'est une très très grosse difficulté. Et parfois, vous pouvez retrouver avec des gens qui arrivent au bout de leurs compétences. Et donc, c'est pas grave parce qu'ils ont des énormes compétences, mais il ne faut pas leur en demander plus que ce qu'ils ne sont en capacité de faire, ou alors il faut accompagner leur changement aussi. Et les gens, chacun va au rythme qu'il peut et qu'il veut, et il faut respecter ça. Et quand vous respectez pas ça, vous arrivez à des tensions, des problèmes importants. Et quand vous faites des mauvais recrutements, ça vous coûte très cher. Voilà. Et donc ça, il faut être vigilant. Le plus gros sujet après, c'est la trésorerie. C'est mon cheval de bataille. C'est garder une trésor très positive dans l'entreprise. Peut-être parfois même au détriment de me rémunérer, mais je veux garder un matelas de sécurité, de secours qui me fasse dormir tranquillou toute la nuit, quoi. Voilà. Donc ça c'est essentiel. Beaucoup s'endettent pour acheter du linge, du machin, etc. Moi j'ai pris la décision d'externaliser tout ça. C'est certainement moins rentable, mais par contre vous enlevez une charge de travail, de formation, de recrutement, de gestion d'équipe phénoménale. Alors soit vous investissez dans une entreprise qui ne fait que ça, et là vous la rendez hyper rentable et vous créez une industrie en fait. Et là c'est une autre aventure. Mais moi, considérer qu'on fait du lavage de linge qui est souvent pas professionnel, dans des machines qui sont pas professionnelles parce que sinon ça coûte très très cher, ça vous endette. Vous avez le sentiment de gagner beaucoup d'argent, mais en fait, vous gagnez plus d'argent, mais vous avez des dettes. Donc moi, j'ai pris le parti de n'avoir zéro dette. C'est-à-dire, depuis que j'ai démarré mon activité, je n'ai jamais fait d'emprunt sur l'entreprise. Elle est positive. Ça permet d'être extrêmement serein pour la vie.